Ensuite, j'ai mis ici une définition. Si vous avez le slide après, vous pouvez continuer avec ça. Donc, je poursuis. Alors, je vais passer donc aux traditions géopolitiques occidentales. Les traditions géopolitiques occidentales, pourquoi? Parce que nous entendons tout aujourd'hui sur l'Ukraine, sur la Russie. Mais ce que vous entendez, ce que nous entendons tous, ce sont des conséquences des traditions. Et ces traditions sont toujours là. Et si on n'a pas maîtrisé ces traditions, on ne comprend pas des fois certaines positions. Des fois, vous avez compris quelque chose, après vous ne comprenez plus rien. Pourquoi? Parce qu'il manque la base. Et les Européens sont, en tout cas les Occidentaux, sont toujours en train de dérouler leur base géopolitique. Évidemment, avec la révolution de l'atome et du missile. Quand je dis l'atome et du missile, vous avez compris, c'est bien le nucléaire. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Il semble que s'il n'y avait pas le nucléaire, l'Europe serait déjà en vraie déflagration en ce moment. C'est juste parce que Poutine a le nucléaire, que tout le monde se retient. Évidemment, c'est l'arme de la terreur. Donc, les Occidentaux savent pourquoi ils ne peuvent pas attaquer Poutine, et Poutine sait pourquoi il attaque. Et attention, c'est pas rien du tout. Il n'est pas question de donner du tort à Poutine ou bien de raison je ne sais pas à qui. Simplement, il y a des traditions géopolitiques qui sont en train de s'appliquer parce qu'il y a d'abord la géographie. Même s'il y a l'atome pour la puissance de destruction, c'est ça? Et il y a le missile pour la vitesse de destruction. Mais il y a quand même la géographie. On n'a pas bougé de la Russie. Hein. La Russie est au même endroit, la France est toujours là, l'Angleterre est toujours là, etc., etc. Donc cette donnée de la géographie est fondamentale, avant tout. Effectivement, il y a des évolutions. Donc les Occidentaux, ils ont les mêmes traditions géopolitiques jusqu'aujourd'hui, ils font simplement ce qu'on appelle leur aggiornamento, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent au contexte. Quand il y a eu la révolution industrielle, ils se sont adaptés. Quand il y a eu la révolution numérique, ils se sont adaptés. Quand il y a eu évidemment la révolution de l'atome et du missile, ils se sont adaptés, etc., etc. Donc, il faut tenir compte de cette donnée fondamentale qui va permettre justement de comprendre certains enjeux qu'on ne voit pas. J'ai donc voulu expliquer cette tradition en utilisant un auteur panafricaniste de base, puisque nous parlons du panafricanisme, j'en profite pour donner quelques références. Nous avons ici Cheikh Anta Diop, avec son livre fondamental qui s'appelle Nation d'agriculture. Donc il nous explique pourquoi est-ce que, quand on dit modernisme, ça ne veut pas dire qu'on efface le passé. Non. Cheikh Anta Diop va faire ce livre. Ce livre veut dire quoi? Il est, alors, on va dire, il est physicien, il a fait de la physique nucléaire, il est philosophe, il est historien, il est linguiste, mais attention, il est linguiste, la linguistique comparée historique, c'est-à-dire qu'il lit lui-même les hiéroglyphes, il lit les anciennes langues. Donc, sa thèse, c'est de mobiliser toutes ces sciences pour démontrer, au panthéon de la philosophie, comme les Hegel et les autres, que, attention, l'Afrique a une mémoire, l'Afrique a une histoire, l'Afrique a une âme. Et d'ailleurs, les Égyptiens étaient des Africains. Les pyramides étaient conçues par les Africains. La philosophie, les mathématiques, etc., etc. Bon, donc on peut considérer que c'est le choc. Nous sommes en pleine colonisation, plein Africain nègre, à Paris, devant ces enseignants, puissent démontrer, donc renverser en quelque sorte, les idées qui dominaient à l'époque. On va refuser à Diop la soutenance de sa thèse. Mais pour la petite histoire, il faut savoir que Diop a eu la meilleure tribune de sa thèse. Alors que s'il avait fait sa thèse à Paris, à la Sorbonne, il aurait été en face de 2-3 personnes, en réalité. Mais sa thèse a été soutenue devant un parterre de tous les meilleurs spécialistes du monde en 1974 à l'UNESCO, au Caire, à l'occasion de la rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, où on l'a invité pour venir participer à l'équipe de rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique. Il a refusé. Il a dit à l'UNESCO, oui, je veux bien venir, mais c'est l'occasion, parce que si je viens, je vais écrire ce que j'ai dit et que la Sorbonne avait rejeté. Je veux bien venir, mais je souhaite que ma thèse soit débattue. Et l'UNESCO, donc plus que la Sorbonne, va réunir la plupart des spécialistes de l'égyptologie de l'époque, les meilleurs, à ce moment-là, pour leur demander de discuter avec Cheikh Anta Diop et de voir si les thèses de Cheikh Anta Diop, alors évidemment, on n'est plus dans le monde franco-français, puisqu'il y a là des Japonais, il y a là des Chinois, etc., etc. Et donc, il était assisté par un Congolais, qui malheureusement ne le fait pas ici à Brazzaville, c'est le professeur Théophile Obenga, qui était l'assistant de Cheikh Anta Diop à ce moment-là. Et ils ont démontré devant tout le monde, sur la base de cette thèse, que l'Égypte était nègre, que la philosophie égyptienne était africaine. Ils ont démontré par la linguistique, par la philosophie, par les mathématiques, etc., etc. Et donc, j'en ai profité pour parler un peu de Cheikh Anta Diop, parce que Diop, c'est une pensée fondamentale. Et je pense, pour les intellectuels africains, en tout cas pour ceux qui ont un peu d'instruction, ne pas avoir lu Cheikh Anta Diop, c'est comme un Européen qui n'a jamais écouté parler de Platon. C'est très important. Donc, Diop nous explique ici justement
le modernisme. Il dit donc, il faut vous intéresser aux traditions. C'est pourquoi on va s'intéresser aux traditions géopolitiques occidentales pour qu'on ait un autre son de cloche, pas la même chose qu'on écoute tout le temps à la radio.